Bonjour, bonjour à tous les Camerounais, bonjour à tous mes chers compatriotes. Bienvenue à ce live Facebook qui sera mon deuxième live. En attendant que l'audience se constitue, que nous atteignions un seuil critique, je ne sais pas, environ 50 personnes pour démarrer l'audience, pour démarrer le live. Je vais mettre un peu de musique, une chanson de Pierre Akendengue, qui est un musicien et parolier gabonais, qui chante diaspora. C'est une façon de rendre hommage à notre diaspora. Akendengue, Pierre, la diaspora. C'est pour rendre hommage à notre diaspora qui a marché pacifiquement dans les rues de France hier. Elle était nombreuse, diverse et variée. Elle n'a pas cédé au discours de la division tribale et ethnique, ni de la division politique. Elle est descendue dans la rue démontrer aux autorités françaises que les Camerounais ont la maturité politique pour sortir, marcher pacifiquement, comme ça se fait chez eux en France, afin d'exposer leur mal-être, le malaise, face aux multiples crises qui minent notre pays, la crise anglophone, avec ces dizaines de milliers de morts que nous, de la diaspora, arrivons à documenter par les images satellites. Nous payons sur les satellites privés pour avoir les images de ce qui se passe en zone anglophone. Nous les avons. Les villages incendiés, les charniers dans les brousses, qu'on veut cacher, en fait, que la communauté internationale connaît déjà. La situation économique qui est difficile, avec l'hyperendettement dans lequel le pays est plongé. Le chômage des jeunes, la corruption sur le chantier des infrastructures, 2000 milliards empruntés, des infrastructures qui n'atteignent même pas 250 milliards. L'arrestation des leaders politiques, le blocage politique à l'intérieur du pays, rien n'avance. Donc, pour toutes ces raisons, notre diaspora hier, courageusement, que ce soit les professeurs Patrick Ngana, Franklin Nyamsi, Boris Berthaud, Emmanuel Kemta, Robert Wanto, Calibu de Calibro, Tenesop, Salomé Tchapcheyankaep, ceux qui ne se montrent même pas toujours, Madi Kom, qui est venu des États-Unis, ils sont nombreux. Fran Diaga, beaucoup, Adélaïde, Marcel Makam, très nombreux. Ils ont travaillé pendant des mois, Brice Nietzsche, j'en oublie certainement d'autres. Et ils ont travaillé pendant des mois et des mois et des mois et des mois afin que cette organisation puisse être mise en place et que cette manifestation ait lieu. Vous l'avez constaté comme moi en regardant les lives de J. Remy Ngono, un grand frère vraiment que je salue. Hein, je te dédie même une bonne partie de cela, J. Remy Ngono. De faire ce que tu fais là, vraiment, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de conviction, beaucoup de force. Parce qu'avec ce qui se passe dans notre pays, vraiment, quand on est à l'étranger, avec tout ce qu'on sait et que les Camerounais ne savent pas, on ne peut pas se taire. Vraiment, on ne peut pas se taire. Surtout quand on arrive à nos âges là, on ne peut plus se taire. C'est ce que certaines personnes sont en train de faire à notre pays. Vraiment, ce n'est pas humain. Des gens qui ont un cœur ne peuvent pas se comporter comme ça avec leurs frères. Même les colons, les négriers ne peuvent pas faire ça à nos frères. Franchement, c'est trop. Donc, nos frères de la diaspora sont descendus hier dans la rue pour le dire haut et fort aux autorités politiques françaises, aux autorités administratives françaises, à l'opinion publique française, les médias, les groupes de pression, les partis politiques, les associations. Je suis français, j'ai grandi en France, dans une famille française, donc je connais le peuple de France. Et le message est passé.
Et ça ne va pas s'arrêter là parce que dans les jours à venir, ça va continuer. La France, en ce moment, apporte un soutien passif, peut-être pas actif, mais passif au gouvernement camerounais. Donc, il était important de descendre dans la rue, de lui dire de prendre ses responsabilités parce que, autant François Hollande, quand il est venu à Yaoundé, il a condamné le meurtre en disant la France a été violente en pays bamileke, en pays bassa. La même fois, on ne peut pas se taire aujourd'hui quand on tue les anglophones par milliers, brûle les villages, détruit les villes que les gens ont mis 30 ans à construire. Elle ne veut pas se taire. Donc, ça ne va pas s'arrêter là. Donc, la chanson de Pierre Akendengue, qui est une chanson qu'en temps normal, on écoute avec beaucoup de joie, je le dédie à notre diaspora qui est sortie courageusement, a bravé les peurs, les intimidations, et est descendu dans la rue pour dire Hoha, que vraiment, enough is enough. Voilà. Après la chanson d'Akendengue, on va commencer le live. Ceux qui vont prendre le live prendront le live en cours de route. De toute façon, comme pour le précédent live, il y aura le replay sur mon mur. Vous pouvez regarder le replay. Voilà. Bonjour à Esti Kamonier. Bonjour. Bonjour à Joseph Kamga. Bonjour à Pierre-Désiré Mafani. Bonjour à Samuel Djomo. Merci pour tes salutations fraternelles à Esti Kamonier. Ça me va tout droit au cœur. Voilà. Nous en avons terminé avec le magistrat Pierre Akendengue. Et nous allons démarrer notre live, notre Facebook Live. Je remercie tous ceux qui sont connectés. Ceux qui viendront après prendront le train en cours de route. Le live, c'est à propos du débriefing de hier de M. Tibor Nagui au Congrès, devant la Chambre des représentants, si je puis dire. C'est aussi la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est tenue sur le Cameroun, ainsi que la marche de la diaspora. Nous allons expliquer un certain nombre de choses. Et comme toujours, je l'ai dit, le live ici, c'est pour expliquer les concepts. C'est pédagogique. C'est pour permettre à la population camerounaise de bien comprendre les choses. Je n'ai rien contre les gens, les panélistes de dimanche sur les plateaux de télévision dans notre pays. Mais peut-être aussi, c'est pas facile de s'exprimer entièrement lorsque on prend part à un débat contradictoire et on est tenu par le temps. Donc, le live Facebook nous donne un peu plus de temps pour pouvoir faire un débriefing et expliquer beaucoup de choses aux Camerounais. J'ai posté sur mon mur le plan de mon live. J'ai posté également un certain nombre de documents que les gens peuvent consulter pour pouvoir mieux comprendre. Et comme toujours, je l'ai dit, je reste disponible pour répondre à toutes les questions que vous poserez dans le fil de l'actualité après ce live. Et on pourra échanger. Même après, sur mon mur, vous me posez toutes les questions, je répondrai. Les semaines précédentes ont été marquées par plusieurs résolutions. Il y a eu la résolution de l'Union africaine. Il y a eu la résolution de l'Union européenne.
Il y a eu également le débat parlementaire sur la crise politique que traverse notre pays. Ça s'est passé au Parlement de Grande-Bretagne, devant la Chambre des Lords, où il y a eu un très large débat qui a pris des heures sur la crise anglophone au Cameroun. Le débat a été mouvementé entre les travaillistes, les conservateurs et les indépendants. Les vidéos de ces débats ont été massivement diffusées sur les réseaux sociaux et sont disponibles sur plusieurs chaînes YouTube. Vous pouvez les consulter. Il y a eu au Parlement canadien également un débat sur la situation sociopolitique au Cameroun et également sur la crise anglophone. Il y a eu un débat aux USA qui a pris la forme d'un hearing. Je pense que ça c'était l'année dernière, où l'honorable Karine Bass avait pris l'initiative de convoquer un hearing à l'issue duquel plusieurs personnes ont été entendues. Un prêtre pasteur anglophone, Effie Tembom, le responsable camerounais de International Crisis Group, Hans de Marie Gancho, le responsable d'Amnesty International aux États-Unis, et un ancien ambassadeur américain qui a travaillé en Afrique. Donc, il y a eu un échange. Au cours de cet échange, le Congrès a pris la température de ce qui se passait au Cameroun. Et plusieurs fois aussi, nous le savons très bien, le Congrès a reçu l'ambassadeur du Cameroun pour entendre la version du gouvernement camerounais et plusieurs officiels camerounais. Et puis, il y a eu aussi en France une discussion sur la situation politique du Cameroun où Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a été interpellé par le vice-président du groupe socialiste, à qui j'avais écrit d'ailleurs, et qui avait dit oui, nous allons interpeller Jean-Yves Le Drian à l'occasion du débriefing mensuel de l'actualité diplomatique. Et il avait été interpellé sur l'arrestation de Maurice Kamto et la détention de Maurice Kamto et des autres membres de la coalition politique, ça veut dire Penda Epoka, Paul-Éric Kinguer, Albert Zonga, Michel Ndoki, Célestin Djamen, Alain Fogueté-Dom et les 150 ou 200 autres détenus qui sont à la prison de Koneni. Donc, Jean Le Drian avait été interpellé. Il avait été interpellé sur la crise anglophone. Donc, il a donné la réponse, comme quoi Emmanuel Macron avait effectivement appelé Paul Biya pour lui dire que la France demandait, était favorable à une large décentralisation au Cameroun, un dialogue inclusif, une réforme du processus électoral et que la France n'apporterait pas une assistance militaire à l'ancienne, comme on a connu en RDC à l'époque, ou dans les grands lacs, elle avait déployé des hommes, mais qu'il n'y aurait pas d'assistance militaire. Donc, il y a eu des débats de ce côté-là. La suite logique de toutes ces discussions a été la réunion qui s'est tenue la semaine dernière, le 13 mai, au Conseil de sécurité de l'ONU, à la demande des États-Unis. Les points focaux de cette réunion, c'était la crise anglophone. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu une réunion que nous appelons, qu'on appelle dans le jargon, une réunion informelle. Ça veut dire que à l'issue de cette réunion, il y a certes une résolution, mais cette résolution n'est pas contraignante et elle ne peut pas être assortie de sanctions. C'est une réunion informelle. Mais je rappelle, parce que j'ai vu beaucoup de choses dites sur les réseaux sociaux en disant « oui, c'était une simple réunion, c'est zéro ». C'est la première étape. C'est comme un enfant qui rampe sur son ventre. Vous ne me dites pas qu'il ne courra pas un jour. Il rampe sur son ventre, après il rampe sur ses pieds, après il se met debout dans la poussette, et puis après un jour il marche, et puis un jour il court. Ça veut dire que c'est la première étape. Ça va aller crescendo. Si rien n'est fait, si le gouvernement camerounais ne réagit pas, le Conseil de sécurité va aller crescendo. J'expliquerai plus tard, puisque c'est un débat qui a été demandé à l'initiative des États-Unis. J'expliquerai en fait ce que veut dire cette réunion dans le dispositif diplomatique des États-Unis. Le dispositif diplomatique et juridique. Ils ont un ensemble, un arsenal, comme l'a dit lui-même Thibault Nadi devant les congressmen, ils ont un arsenal qu'ils utilisent pour faire plier les dictatures quand, au besoin, s'ils n'arrivent pas à entendre raison. Donc, il y a eu cet échange-là au niveau du Congrès, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Et au cours de cet échange, le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné la parole aux représentants des pays membres permanents et les membres non permanents du Conseil de sécurité. Les uns et les autres ont présenté leurs arguments. Le gouvernement camerounais aussi, par la voix de son ambassadeur aux Nations Unies, Tomo Monté, que nous connaissons très bien, a présenté aussi ses arguments. Il a été aussi question des droits de l'homme au Cameroun, hein, et également du dialogue politique. En l'occurrence, la réforme du processus électoral que M. Biya ne veut pas entendre parler, dont M. Biya ne veut entendre parler du tout. Il a été question également la question des droits de l'homme, de très graves violations des droits de l'homme. Liberté de manifester sont bafouées, liberté de réunion sont bafouées, liberté d'exercer une activité politique sont bafouées, etc., 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 etc. Les droits les plus élémentaires des citoyens camerounais aujourd'hui sont bafoués. Et je dis ça pour les dirigeants camerounais qui envoient les gens sur les plateaux télé, comme les Atemenge, raconter n'importe quoi. Quand vous allez ici aux Nations Unies, là, vous allez dans les organisations internationales, Amnesty International, Human Rights Watch. Aujourd'hui, on dit du Cameroun qu'il a un musée. Ça veut dire qu'ils ont tellement fait le monitoring de toutes les violations du droit de l'homme au Cameroun. C'est un paquet. Ils appellent ça le musée. Il dit, you, people of Cameroon today, in our organization, we have monitored everything, every human right violation underground, and you have a museum here. Il y a tout un musée pour notre pays. Ce n'est pas très glorieux. Ça ne fait pas plaisir aux Camerounais. Et c'est en partie pour cela que notre diaspora manifeste, descend dans la rue pour dire enough is enough. Je reviens au hearing. Bon, comme j'ai dit, le hearing qui a eu lieu au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas contraignant. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Hein? Ce n'est qu'une étape. C'est comme le bébé rampe sur son ventre. Et à la prochaine étape, ils vont revenir avec une autre. Ils vont revenir avec... c'est surtout ça qui fait le charme des États-Unis. C'est que pendant qu'à Yaoundé, on boit les bières, on envoie les gens sur les plateaux comme les Atemenge, les Atanganamanda, dit un peu n'importe quoi. Ici aux États-Unis, les gars sont assis, ils travaillent dur, ils travaillent 12 à 15 à 16 heures par jour sur des dossiers comme ça. Et la prochaine fois, quand ils vont revenir avec autre chose. Et après l'autre fois, ils vont revenir avec autre chose. Et je parie fort que lorsqu'ils reviendront avec d'autres dossiers, la Chine et la Russie ne tiendront plus le discours qu'ils ont tenu. Ceux qui ont des doutes, je leur envoie au dossier de la Serbie de Milosevic. Pendant des années, la Russie avait utilisé son droit de veto aux Nations Unies. Mais quand les États-Unis ont commencé à produire certaines évidences et qu'ils ont commencé à passer sur les télévisions internationales, la Russie n'a plus jamais utilisé son droit de veto. Je vous épargne de la suite. Vous savez que Milosevic a fini sa vie dans les prisons de la Cour pénale internationale. Lui, Ratko Mladic, etc., Radovan Karadzic, aujourd'hui on n'en parle plus. Ça fait partie du passé. Je rappelle également que même sur la Corée du Nord, au début, c'était la Chine qui soutenait la Corée du Nord, avec tout ce qu'on connaît. Mais quand les US ont commencé à documenter et produire certaines évidences à la face du monde, même pour le commerce, le business, le fonctionnement de la Chine a réussi, Kim Jong-il a commencé à mettre la pression sur lui. Et lui, parce que la Chine l'a lâché, il a consenti certaines réformes et à la table des négociations. Donc, quand les Américains s'embarquent dans un processus comme ce qu'ils ont fait au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est que pendant au moins 3 ans, ils ont documenté minutieusement certaines choses. Ou quand ils vont commencer à lâcher les premiers ballons, il se sera même difficile pour un État, même par exemple les pays africains membres non permanents du Conseil de sécurité, d'oser ouvrir encore la bouche pour soutenir l'État du Cameroun. Donc pour l'instant, on n'est même pas encore à l'échauffement. On est encore à l'observation de la pelouse. On reviendra dessus parce que ça va évoluer. Eux-mêmes, ils l'ont dit au Congrès, ça va évoluer. Je passe à un autre point.
Que retenir du hearing de M. Tibor Nagy, le secrétaire d'État aux affaires européennes et africaines devant le Congrès des USA? En gros, parce qu'il a parlé, hein, ça a duré 3 heures de temps, mais qu'est-ce qu'on peut retenir en gros de ce qu'il a dit concernant le Cameroun? Parce qu'il a répondu aux questions du représentant du Texas, où il y a une forte communauté camerounaise, qui a dit qu'il est régulièrement interpellé par la communauté camerounaise vivant au Texas, et il a questionné de manière lourde et dure Tibor Nagy. Ensuite, il y a eu le hearing il y a eu les questions de l'honorable Karine Bass, représentant de la Californie, qui a posé, elle aussi, des questions vraiment solides et musclées à M. Tibor Nagy. Et il a donné une palette de réponses. Bon, on ne va pas répéter toutes les réponses qu'il a données, mais on va extraire là-dedans une synthèse, un bref de ce qu'il a dit. Tibor Nagy a dit, devant les congressmen américains, que l'entourage de Paul Biya lui fait croire qu'il y aura une solution militaire au conflit en zone anglophone. Que l'armée va régler la question en zone anglophone en mettant hors d'état de nuire tous les sécessionnistes. Disons ça comme ça. Tibor Nagy a battu en brèche le discours des sécurocrates camerounais. En tant que diplomate ayant exercé 32 ans en Afrique, il sait lui-même qu'il ne peut pas y avoir de solution militaire à un conflit civil et politique. Les exemples pilulent sur le continent. Le dernier en date, c'est le Soudan. On a vu comment ça s'est terminé pour Omar el-Béchir. Voilà. Il a essayé et à un moment, son pays était étranglé parce que 75% des ressources étaient absorbées dans les différentes guerres qui minaient son territoire. Le Darfour, le Sud-Soudan, à gauche et à droite. Et ça a fait exploser son économie et ça a fait exploser son régime lui aussi. Donc, se basant sur l'expérience qu'il a accumulée pendant 32 ans et beaucoup d'activités sur le continent africain, Tibor Nagy a dit, c'est pas possible d'avoir une solution militaire. Ensuite, il a rappelé le fait qu'il y avait une tendance parmi la population anglophone qui disait qu'il faut un État indépendant appelé l'Ambazonie. Il a rappelé que par principe, son pays, qui adhère, donc qui respecte la charte de l'Union africaine, dans lesquelles, entre autres, est presque l'intangibilité des frontières, son pays était attaché à l'intégrité territoriale du Cameroun. Donc, les États-Unis ne soutiendraient pas une partition, je préfère utiliser le mot partition du territoire camerounais. Ça, Tibor Nagy l'a bien dit. Ensuite, donc, il a dit que les États-Unis respecteraient l'intégrité territoriale du Cameroun. Ensuite, il a fait savoir que les États-Unis ont engagé un certain nombre de médiations, même des pressions diplomatiques, et qu'à son avis, ces pressions avaient échoué et qu'il était temps de recourir aux sanctions. Donc, il a dit que la diplomatie américaine, qui est l'une des plus vieilles au monde, il a dit de tout, we have a package of tools, c'est-à-dire que nous avons un ensemble d'outils que nous utilisons habituellement et que nous pouvons utiliser pour faire pression sur les autorités camerounaises en termes de sanctions afin qu'elles puissent entendre raison et comprendre que seule la voie du dialogue inclusif, je ne parle pas de ce que M. Diongo est en train de faire, ça c'est pas le dialogue, ça, mais d'un dialogue inclusif, soit enfin ouvert. Voilà. Et quand il dit ça, on pense notamment aux faucons du régime. Vous avez suivi à Tangandji sur France 24, les gens qui ont peur de perdre leurs privilèges. Il a dit, oui, voilà, il n'est pas question de parler du fédéralisme. Ça fait vraiment rire. Parce que celui-là, alors, tous ses intérêts, nous sommes dans l'univers de la finance, on connaît les intérêts d'Atangandji, où ils sont.
Et tous ces intérêts sont logés dans un État fédéral. Il ne met pas ça dans un État centralisé, mais il est pour la centralisation. Parce que ça leur permet de, voilà, de capter les ressources. Donc, Thibon Nagui a dit qu'il était temps d'utiliser les sanctions. Hein? Il a dit we have to use sanctions. Sanctions is always there. Donc, on est prêt, c'est cuit, comme on dit au pays, c'est cuit jusqu'à table. Et qu'il est temps vraiment de passer à l'action parce qu'on a toutes les évidences qui nous permettent maintenant d'utiliser les sanctions. C'est pour ça que je dis que ce qui s'est passé au Conseil de sécurité, c'est l'enfant qui rampe sur le ventre, mais ça va aller graduellement. Bon. Ensuite, il a dit qu'il a émis un avis sur la commission de bilinguisme que Paul lui avait créée, soi-disant pour dialoguer. Il a dit cette commission ne fonctionne pas. Elle n'a pas de budget, elle n'a pas de ressources, elle n'a pas de personnel, donc elle ne fonctionne pas. C'est une commission, voilà, c'est une commission, voilà, je ne sais même pas quel mot utiliser, quoi. C'est une commission comme il y en a dans notre pays, quoi. Voilà, une commission fantôme ou fantoche, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà. Il a dit encore une chose, que d'un côté, vous avez les faucons du régime qui sont pour le centralisme étatique, évidemment, parce qu'ils y trouvent leur intérêt. Centralisme étatique, ça veut dire concentration des ressources de l'État, financière, tout ce que vous voulez, et des pouvoirs à Yaoundé, à la capitale. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous connaissez la fameuse phrase, tant que Yaoundé respire le Cameroun, tout est à Yaoundé, et puis rien dans l'arrière-pays où vivent 90% de la population. Comme on dit aux États-Unis, il n'y a pas de balance, c'est-à-dire que je ne sais pas trop bien comment on dit ça en français, mais il n'y a pas une sorte d'équilibre dans la répartition des attributions. Tout est centralisé à Yaoundé. Donc, il y a les tenants de ce pouvoir centralisé à Yaoundé. Et il y a d'un côté les sécessionnistes qui disent, voilà, il faut carrément se détacher une partition du territoire camerounais pour que nous ayons notre république ensemble. Et Thibon Nagui a dit, voilà, le travail de la diplomatie, américaine en l'occurrence, avec ses alliés, il a bien mentionné le fait que les alliés, et c'est pour ça que j'ai fait un post sur mon mur, en disant, pour ceux qui connaissent la diplomatie américaine, je rappelle très bien que Thibon Nagui est le secrétaire d'État adjoint aux affaires européennes d'abord et africaines ensuite. Parce que j'ai entendu Atemeng dire, oh, c'est un petit... non, il est le secrétaire d'État aux affaires européennes et africaines. Donc, c'est parce qu'il est le secrétaire d'État aux affaires européennes qui s'est rendu en Afrique et en Europe. Et les Américains travaillent toujours avec leurs alliés. Donc, il y a déjà certainement eu une concertation avec leurs alliés, en l'occurrence la France, sur les positions communes qu'ils vont adopter si le gouvernement camerounais n'entendait pas raison et qu'ils commençaient à aller à l'encontre du gouvernement camerounais. Donc, il a dit que eux et leurs alliés savent comment faire pour ramener les deux positions au centre. Et le centre, c'est le passage de la réforme de la forme de l'État du Cameroun et son changement en fédéralisme. Je vais expliquer tout à l'heure les avantages du fédéralisme, du passage au fédéralisme sur le plan monétaire, économique, social, infrastructurel, du management public. J'aurai le temps d'expliquer ça, je pense. Donc, Thibon Nagui dit qu'il faut mettre ensemble les fédéralistes et les sécessionnistes et les tenants du pouvoir centralisé jacobin pour qu'on arrive au milieu et que l'équilibre, ce soit le fédéralisme. Ensuite, Thibon Nagui dit qu'il faut un dialogue politique inclusif qui doit déboucher sur un large consensus politique. Ça veut dire qu'il faut un dialogue sur plusieurs autres choses. Nos institutions qui ne fonctionnent pas, la réforme du processus électoral, le calendrier électoral. Vous avez vous-même vu ce qui a failli se passer si l'Union européenne ne sautait pas. On voulait faire les élections régionales avant les municipales et faire les municipales juste après, simplement pour permettre au RDPC d'avoir 100% des sièges dans les régions, qui est vraiment pour des gens qui ont le souci de leurs enfants, du devenir de leur pays. C'est-à-dire nos élites sont tellement égoïstes
qu'ils brûleraient notre pays simplement parce qu'ils veulent garder un petit strapontin. Franchement. Donc, il a fallu que la communauté internationale intervienne en disant c'est la ligne rouge et nous sommes prêts à tout pour qu'ils retiennent leurs ardeurs. Donc, Thibon Nagui a dit qu'il faut il préconisait au Congrès, à la Chambre des représentants, un dialogue inclusif pour pouvoir résoudre ça. Ensuite, il a fait état du fait que la diaspora camerounaise doit prendre part au dialogue. Ouais. Ça, M. Thibon Nagui l'a bien dit. Il a dit que la diaspora camerounaise doit prendre part au dialogue. Le dialogue doit inclure la diaspora camerounaise. Je vais vous expliquer très bien. Je prendrai le temps, même une bonne dizaine de minutes, pour expliquer aux Camerounais pourquoi il est temps que la diaspora soit inclue dans le dialogue dans notre pays. Regardez mon mur, j'ai partagé un tableau. J'ai pris seulement la diaspora des États-Unis. J'ai pris les statistiques du Census Bureau qui recense la diaspora naturalisée aux États-Unis. Donc, il y a déjà aux alentours de 60 000 personnes. Et on ne met pas ceux qui ont une green card ou ceux qui sont en instance d'avoir une green card ou ceux qui sont même en situation irrégulière. Donc, c'est une diaspora qui aujourd'hui va aux alentours de 200-300 000 personnes, dépendant des études. Et je vais expliquer le potentiel, ce qu'elle peut faire. Donc, et je rappelle encore aux Camerounais que la deuxième diaspora la mieux éduquée, la mieux instruite aux États-Unis, ce sont les Camerounais. Les Camerounais sont déjà devant les Éthiopiens, les Nigériens. Aujourd'hui, ce sont les Camerounais, ils sont derrière l'Égypte. Et les projections des Américains disent avant 10 ans, les Camerounais auront dépassé l'Égypte. Dans une grande université de référence aux États-Unis, comme le Massachusetts Institute of Technology, le nombre de Camerounais et de Sud-Coréens sont égaux. Et en Corée du Sud, il y a la bourse pour venir étudier aux États-Unis. Au Cameroun, il n'y a pas la bourse. Mais il y a déjà autant de Camerounais que de Coréens du Sud. Donc, vous doutez bien que l'Amérique, qui est le royaume des data, hein, avec tout ce que vous avez, Oracle et autres, c'est le royaume des data, ils ont assez de statistiques pour apprécier la qualité, je ne parle même pas de la quantité, la qualité, la performance, l'ardeur au travail, la hargne, la rage de réussir, les compétences, la vision, le sérieux, la discipline de la diaspora camerounaise. Et Thibon Nagui a porté la voix, hold the flag de cette diaspora en disant non, elle doit être partie au dialogue inclusif, que ce soit celle qui est aux États-Unis, que ce soit celle qui est en Europe, que ce soit celle qui est au Moyen-Orient, que ce soit celle qui est en Asie, que ce soit celle qui est dans les autres pays d'Afrique, et même voir en Amérique latine. Parce que vous voyagez comme moi, vous allez en Amérique latine, vous allez peut-être au Brésil, là, vous allez voir des Camerounais qui tiennent un restaurant qui emploie 40-50 personnes. Ouais. Des Camerounais qui ont 2, 3, 4 franchises McDonald's dans des pays comme le Brésil. En 10 ans, ils se sont installés là il y a une décennie. Donc, Thibon Nagui dit il faut faire de la place à cette diaspora et ça passe par son implication dans le dialogue inclusif. Voilà. Je voulais dire une chose. Les Américains on dit que quand vous exposez quelque chose devant une commission comme à la fait Thibon Nagui, il faut toujours prendre ce qu'on appelle un benchmark. Ça veut dire une référence. Votre référence, c'est quoi? Et parce que le benchmark permet de comparer ce que vous voulez faire, ce que vous préconisez, à ce qui a déjà été fait ultérieurement. Et le benchmark que M. Thibon Nagui a pris, c'est l'Éthiopie. J'ai posté 2 articles sur mon mur, c'est 2 articles de think tank américains, minutieusement documentés avec toutes les références. Je pense que ceux qui veulent avoir une idée doivent lire ces articles-là. C'est en anglais, certes, mais vous avez Google aujourd'hui. Ils doivent lire ces articles et éventuellement même lire les sous-articles qui sont recommandés dans les références. Vous allez bien comprendre. L'Éthiopie est passée par la même situation que le Cameroun. D'ailleurs, elle a été même plus loin. Il y a eu une partition de l'Éthiopie où l'Érythrée s'est détachée de l'Éthiopie. Ça a été l'une des rares fois en Afrique où on a remis en cause le principe de l'intangibilité des frontières. L'Érythrée s'est détachée de l'Éthiopie. L'Éthiopie a survécu, l'État s'est reformé, est devenu un État fédéral, a reformé ses institutions, a reformé son processus électoral,
a refait des élections et a appris comment l'opposition et le pouvoir pouvaient désormais apprendre à travailler ensemble et non plus s'affronter ensemble. Je ne peux pas détailler tout ça ici, c'est très long. Thibaut Nagui a cité cet exemple en disant, voilà, au Cameroun, nous pensons que le modèle éthiopien, le Cameroun doit pouvoir aller vers un dialogue politique, un consensus politique, des réformes institutionnelles et politiques sous le modèle de l'Éthiopie. Fédéralisme, réforme du processus électoral, inclusion de la diaspora, etc., 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 etc. Bon, voilà. Ceux qui veulent, je l'ai dit encore, peuvent aller lire sur mon mur. Ils verront un condensé de tout cela. Maintenant, j'ai regardé les médias comme vous, hein, toute la semaine, là, vraiment, j'ai entendu beaucoup de choses. Beaucoup de critiques ont été faites sur les États-Unis. D'autres ont dit que c'est les États-Unis qui actionnaient la diaspora, qui a marché en France. Bon, bref, chacun son point de vue. Mais moi, ce que je voudrais expliquer aux Camerounais, parce qu'il faut que les Camerounais comprennent, quels sont les outils juridiques et diplomatiques dont les États-Unis disposent. Disons, laissons, parce qu'ils disposent un paquet très large. Parlons seulement de ceux qu'ils ont déjà actionnés en ce moment aux fins de résoudre la crise politique qui a cours au Cameroun. Première chose, les USA ont réalisé la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies. Deuxième chose, il y a la résolution de l'honorable Karen Bass, démocrate de l'État de Californie. Pour la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies, comme je l'ai dit, les États-Unis sont un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont réalisé la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est qu'une première étape. Il ne faut surtout pas penser que c'est fini. Il y a eu débat, M. Toumo est venu dire que voilà, John Frundi mangeait le foufou héros avec Dion Gouté, ils ont bu le vin rouge, vraiment ils se sont embrassés, donc c'est le dialogue. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est qu'une première étape. Mais ça va revenir. Et comme je dis encore, pour ceux qui sont camerounais, vous vous arrêtez à Washington DC, là, vous allez à Freedom House, vous allez à Amnesty International, Human Rights Watch, Carter Foundation for Open Society, vous dites, bon voilà, which evidence you have here about the human rights violation in Cameroon in relation to Boko Haram in the north of the country or Anglophone crisis? Vous posez la question. On va vous amener dans une salle, c'est tout un musée. Donc, ils ont des images satellites, des prises de vue satellites, parce que la zone anglophone, pour ceux qui ne le savent pas, est mitraillée par des centaines de satellites qui documentent, je veux dire, même si une chèvre fait 2 sauts en l'air, un cabri, c'est mitraillé. Nous-mêmes ici, on a des sites où vous payez avec votre carte de crédit et vous pouvez avoir on vous met une application, bien sûr, dans votre téléphone et vous pouvez observer via les satellites tout ce qui se passe dans la zone anglophone. Voilà. Donc, les Américains, sur la base de tout ce qu'ils ont documenté, c'est-à-dire que moi qui vous parle, en regardant les satellites privés qu'il y a aux États-Unis, je peux dire, sans risque de me tromper, que j'ai même plus d'informations que notre armée. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on voit sur les satellites. Vous pouvez commencer à regarder un village, ça vous dit le village au 1er janvier 2016, le village 6 mois après, le village 6 mois après, non, en fin d'année. Vous voyez la différence. Vous voyez comment elle a été détruite. Et vous dites, bon, je vais me concentrer sur le premier mois. Ça vous montre ce qui s'est passé dans le premier mois. Je vais me concentrer sur telle semaine. Ça vous montre tout ce qui s'est passé. Les prises de vue. Vous pouvez zoomer. Vous voyez beaucoup de choses. Vous voyez comment ça a été détruit. Vous voyez comment ça enflamme. Tout ça est filmé, record, monitorisé, classé, archivé, mis dans des fichiers et posté dans des clouds. Donc, lorsque les États-Unis se lèvent pour saisir le Conseil de sécurité, avec tout ce que M. Toumo a dit, ça c'est pas, ça les concerne pas. Ils sont à une étape.
Donc, il y a la saisine du Conseil de sécurité. La saisine du Conseil de sécurité, il y a eu une première étape, c'était un débat. OK. Chacun a dit ce qu'il a dit. Et je voulais dire que dans ce débat-là, ce qui les intéresse, c'est ce que l'ambassadeur du Cameroun a dit. Ils aimeraient lui faire dire que non, ça va bien, il y a le dialogue et tout. Quand ils reviendront maintenant et qu'ils vont commencer à lui sortir des évidences, ce qui va couler le bec, c'est ce qu'il a dit précédemment. Voilà. Ça va commencer à devenir un peu plus dur. Bon, il y a eu un débat, il n'y a pas eu de vote. Si rien ne change, ils ont la possibilité de revenir encore devant le Conseil de sécurité, mais là maintenant, de manière un peu plus musclée, en produisant les évidences de violation flagrante des droits de l'homme. Quand certaines vidéos, certaines images vont être balancées dans les médias, l'arsenal médiatique qu'ils ont, et que ça va commencer à taper très fort et montrer à la face du monde l'horreur qui se passe dans la zone anglophone, dans nos prisons, avec les prisonniers politiques, etc., les tortures sur les militants, les activistes de nos partis, où on tape sur les plantes des pieds à la machette tellement que le gars ne peut plus se mettre debout. À partir de ce moment-là, le monde entier, la Chine, la Russie, ne pourront plus dire ce qu'ils ont dit là-haut, il faut que le pays... Ils vont adopter la posture qu'ils ont adoptée sur la Libye. Et à partir de ce moment, va s'ouvrir l'engrenage, les sanctions individuelles, interdiction de voyager, gel des avoirs, etc. Je rappelle à ceux qui peuvent être des parents ou des amis, parce que j'ai travaillé ici dans l'une des plus grandes universités américaines. Les sanctions individuelles sont très dangereuses. Les sanctions individuelles, je le dis encore, sont très dangereuses. Les sanctions individuelles sont... On voit ici aux États-Unis, quelqu'un est marié à un garçon est marié à une fille ou une fille est mariée à un homme. Si son père est sanctionné individuellement dans son pays d'origine, il demande le divorce. Parce que ça condamne vos enfants. Ça s'abat sur... Ça vous... Pour que vous sortez de là, il faut au moins 100 ans et des frais d'avocat parce que ça vous met partout. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui est soudanais, il envoie son dossier, on dit GPA 3,90 sur 4, donc ça veut dire quelqu'un qui a 18 de moyenne. Et à la dernière minute, on rejette son dossier et on met ça dans une enveloppe, dans une chemise avec un enveloppe confidentielle derrière. C'est que quand on va fouiller dans les fichiers, on trouve que voilà, peut-être son père avait été sanctionné, ça le met sur liste rouge. Il ne peut plus rien faire. Organisation internationale, ouvrir un compte, participer, ça vous met hors jeu. Donc, il y a des sanctions internationales, il y a les sanctions individuelles, il y a les sanctions sur le pays, dites sanctions ciblées. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais ça devrait se faire si rien ne bouge dans le sens du dialogue, de l'apaisement, de plus de respect des droits des Camerounais. La deuxième chose, donc comme je dis pour l'instant, la saisine du Conseil de sécurité, la première étape, ça a été un dialogue non contraignant, mais informel. Mais ils vont revenir, ce n'est que la mise en, c'est l'apéritif. Ce n'est même pas l'apéritif, c'est juste l'observation du repas, mais ils vont revenir. C'est pas, d'ailleurs, ils ont déjà annoncé les couleurs au Congrès. Voilà. Ensuite, il y a la résolution de l'honorable Karine Basse. L'honorable Karine Basse, qui est une députée qui est une représentante de Californie, a introduit une résolution au Congrès, à la Chambre des représentants aux États-Unis. Je pense que la résolution, je l'ai partagée sur mon mur. Je ne vais pas aller dans les détails parce que c'est tellement long. Je l'ai partagée sur mon mur. Le lien Internet, vous y allez, vous pouvez même le cliquer en PDF et le sauvegarder dans votre ordinateur, votre cloud et le lire après hors connexion. Donc, elle a tout dit. C'est une résolution qui enjoint aux États-Unis d'utiliser un ensemble d'arsenal pour mettre fin à la crise humanitaire, c'est-à-dire que les tueries, les destructions des villages, les déplacés de guerre, brûler les hôpitaux, etc., etc., mais également mettre fin à la violence, y compris par l'usage de la force. Ce n'est pas dit comme ça dans le texte, mais quand on lit le texte et qu'on le décrit, on comprend cela. Ce que vous devez savoir,
J'entends souvent les Camerounais dire, oh, mais quand il s'agit d'Israël, l'Amérique n'agit jamais. C'est pas vrai? Je vous explique. L'Amérique, c'est le pays de tout le monde. Tout le monde qui est arrivé ici est immigrant. Les autochtones, c'était les Indiens. Ils sont encore là. C'est le pays de tout le monde. Le communautarisme n'existe pas en France, mais le communautarisme existe aux États-Unis. Voilà. Le communautarisme existe aux États-Unis. Le communautarisme n'existe pas en France. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Je vais mettre. Le communautarisme n'existe pas en France. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Je vais mettre. Bon. Le communautarisme n'existe pas en France. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Bon, voilà, je continue. Les États-Unis, disais-je, la résolution de l'honorable Karine Bass, qu'elle a introduit. Les gens, j'entends souvent les Camerounais dire, mais oui, mais nous, quand il s'agit d'Israël ou de la Palestine, les États-Unis n'agissent jamais. Je vous explique. Ce qui se passe, c'est que la diaspora juive vivant aux États-Unis, puisque c'est un État où le communautarisme fait partie de la vie publique, ce qu'elle fait, c'est que lorsque un texte qui va passer, par exemple, contre l'État d'Israël, elle pousse un congressman à mettre en place une résolution et elle fait un lobbying efficace, ça veut dire qu'elle appelle les congressmen, elle appelle les sénateurs, ils vont les rencontrer, ils savent qu'ils les rencontrent dans les réseaux associatifs, dans les fondations, etc. Ils sont des volontaires pour leur campagne, ils font des donations diverses pour la communauté, comme on dit, give back to the community. Donc, ils donnent des donations, des bourses dans les universités, etc. Ils utilisent donc ce moyen de pression, voilà. Ils utilisent ce moyen de pression pour dire, voilà, vous ne pouvez pas soutenir, ils disent aux députés, voilà, la résolution qui a été passée pour bloquer, par exemple, l'action des États-Unis en Israël, ou l'action des États-Unis qui s'oppose à une initiative de l'ONU, par exemple, quand ils font ça, la résolution est votée, et une fois qu'elle est votée, ça lui donne force contraignante, obligatoire, comme on dit en droit chez nous, exécutoire. Et avec cet instrument-là, Israël parvient à bloquer toutes les initiatives qu'il y a sur la Palestine. Nous sommes Camerounais. L'honorable Karine Bass nous a donné une chance. Elle a introduit une résolution qui permet, si par exemple elle est soutenue par 2/3 des sénateurs et congressmen aux États-Unis, on n'a plus besoin de passer par la Maison-Blanche. Si elle est votée à la majorité ou soutenue à la majorité des membres du Congrès et du Sénat, ça va à la Maison-Blanche pour exécution. Une fois que la résolution est soutenue, ça devient ce qu'ils appellent ici un bill. Ça veut dire une sorte de proposition de loi avec force exécutoire, force contraignante. Donc, ça veut dire qu'on a 2 leviers sur la table. On a le Conseil de sécurité. Bon, là, ça dépendra maintenant du décideur exécutif. Qu'est-ce qu'il va en faire? Le Congrès peut seulement lui faire des suggestions et il va voir actionner son secrétaire d'État qui vont faire des pressions, des tractations. On a le levier législatif. C'est la résolution de l'honorable Karine Bass. Et cette résolution de l'honorable Karine Bass, si elle est soutenue par les 2/3 des représentants, des membres de la Chambre des représentants et des sénateurs, elle n'a plus besoin de l'ONU. Les États-Unis en ce moment sont habilités, se donnent le pouvoir d'agir directement. Ça veut dire ils ne veulent plus savoir ce que pensent Pierre, Paul, Jacques, enfin leurs alliés, ils vont les informer, mais ils prennent l'initiative directe.
Et à ce moment, personne ne peut les arrêter, nous savons tous. Parce qu'ils ont déjà documenté un nombre assez important de violations de droits de l'homme dans notre pays. C'est pour ça que dans mon live, et c'est surtout ça le cœur de mon live, j'en appelle aux Camerounais qui vivent aux États-Unis. J'en appelle aux Camerounais. Beaucoup, je le sais, ont peur de se montrer, dire « Oh, voici, je fais les lives. Vous avez entendu, Fleur de Lille a dit qu'elle était au pays. On l'a arrêté. Vrai ou pas? On l'a mis en cellule. Et puis, on lui a demandé quels sont ses liens avec Marc Seignon et Boris Berthaud. Donc, c'est pour beaucoup de gens dire « Oh, tu te rends compte, si je fais un live, peut-être qu'à l'aéroport au pays, on va m'interpeller, on va me mettre en cellule, etc. etc., etc. » Bon, d'accord. Mais qui saura quand vous prenez votre téléphone pour appeler votre sénateur? Qui saura quand vous prenez votre téléphone pour appeler votre député? Parmi les 6 personnes qui ont voté la résolution de l'honorable Karine Basse, il y en a une dont je ne vais pas donner le nom, que politiquement je connais parce que à un certain moment, quand j'étais encore dans son état, j'ai participé à sa campagne, j'ai fait du bénévolat et il est sur la liste des personnes que moi j'avais appelées en disant voilà, ça ne va pas chez nous. Il a dit bon, je vais regarder tout ce qui se passe au niveau du Congrès. S'il y a quelque chose qui va dans le sens de vous aider, si je peux faire quelque chose, n'hésiterai pas. Moi, quand j'ai regardé la liste, j'ai vu qu'il a signé. Il a soutenu cette résolution. Donc, nous devons, nous Camerounais qui sommes aux États-Unis, prendre notre téléphone, appeler le bureau de nos représentants, nos personnes dans la Chambre des représentants, appeler le bureau de nos congressmen, appeler le bureau de nos sénateurs, parler avec eux, envoyer des emails. Sur mon mur, dans les prochains jours qui viennent, je vais poster énormément de numéros de téléphone, d'emails, les captures de leur numéro de téléphone, les captures de leur email, et je vais mettre des lettres modèles, à peu près des lettres standards, que vous pourrez utiliser pour pouvoir contacter ces personnes-là et les encourager à soutenir la résolution de l'honorable Karine Basse. Je dis encore que le lien Internet de la résolution de l'honorable Karine Basse est sur mon mur. Ceux qui peuvent le cliquer, ils peuvent le lire, ils peuvent télécharger même le document en PDF, le lire. Surtout les Camerounais qui vivent aux États-Unis, qui travaillent, payent des impôts, qui sont taxpayers, comme on dit. Soutenez cette résolution. Appelez vos sénateurs, appelez vos congressmen, vous en avez le droit. Dites-leur que voilà, je vis aux États-Unis, je travaille, voici mon adresse, voici mon domicile, je paye mes impôts, j'ai acheté un domicile, je paye des mortgages, je travaille, je paye des impôts, je suis contributeur, je give back to the community, je fais du bénévolat, je suis impliqué, je suis part of the United States, je suis involved. Et dites à vos congressmen, vraiment, voilà ce qui se passe dans nos pays d'origine. Il se passe qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça a été minutieusement documenté par le Congrès. Et sur la base de ça, l'honorable Karine Basse a introduit une résolution. Et vous donnez le lien même dans votre email. Ils vont regarder, ils vont signer ou soutenir la résolution. Si on a déjà un quota intéressant, la résolution en ce moment va devenir un bill. Et si ça devient un bill, ça a une force obligatoire. À ce moment, tout ce qu'ils font au Conseil de sécurité, là même, ils vont abandonner. Ils vont aller directement commencer à sortir la règle et taper sur les doigts. Vous allez voir que ça va bouger à Yaoundé. Parce qu'une dictature, s'il n'y a rien qui le fait bouger, il ne bougera jamais. Voilà. J'ai recensé un certain nombre d'États. C'est-à-dire que, par exemple, pour que nous atteignions 223 représentants, voyez-vous, faisons un peu comme les Américains s'ils font la politique. On ne coupe pas dans tous les États. On recense un certain nombre de swing states, c'est-à-dire les grands États. Là. La Californie a 53 représentants. La Floride en a 27. La Géorgie en a 14. L'Illinois, Chicago en a 18. Le Michigan en a 14. L'État de New York en a 27. L'Ohio en a 16. La Pennsylvanie a 18. Le Texas, où il y a une très forte communauté camerounaise, a 16 représentants. Quand vous additionnez tout ça, ça fait 223. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 6 personnes qui ont signé la résolution. Si 223 signent la résolution, avec les sénateurs correspondants, seulement pour ces États-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 États. Si les 9 États-là signent la résolution, plus les 6 qui en sont déjà là, c'est déjà presque, on tend vers la majorité.
à ce moment, le Congrès va agir. Ça devient un bill. Et quand ça devient un bill, la mairie engage des moyens parce qu'on dit, voilà, we have taxpayers. On a des Camerounais qui travaillent, qui paient des taxes et qui voient leurs parents au Cameroun qui sont massacrés. Je dis ça pour dire aux gens que c'est vrai, la lutte, chacun fait sa part. Nous sommes arrivés aux États-Unis, on vivait paisiblement chez nous là, un dimanche après-midi comme ça. Tu mets ton Netflix, tu regardes ton cinéma, tu es tranquille, hein? Tu as l'amour qui vient te trouver là et puis tu es tranquille, quoi. Tu sirotes ton mazout de Chicago, tu respires la vie. Mais avec ce qui se passe dans notre pays, au moins à Boudala, on te dit aujourd'hui à Boudala, la criminalité a explosé, la prostitution est dans la ville, parce que tous les gens qui ont fui le nord-ouest sont venus retrouver leurs parents ou grands-parents ou arrière-grands-parents ou cousins ou cousines dans les Bamoutos, la vie est devenue irrespirable. Les écoles où avant on cherchait les enfants pour entrer dans les classes, on ne trouvait pas, aujourd'hui sont pleins. Et les enfants qui ont commencé la scolarité en anglais, ils ne parlent pas le français. C'est tout un problème. C'est tout un problème. Donc on ne peut plus dormir. Donc nous, la diaspora, c'est vrai, il y a ceux qui marchent dans la rue, il y a ceux qui ne peuvent pas aller marcher dans la rue, je comprends. Hein. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a des contrats de travail où vous ne pouvez pas mettre une tenue militaire, aller être général ou commandant dans la rue, on va vous licencier si vous êtes dans certains secteurs d'activité. Mais vous pouvez prendre votre téléphone là, comme ça, vous appelez votre sénateur, vous appelez votre congressman. Aux États-Unis, vous le savez très bien. Ici, là, la disposition du peuple, vous l'appelez, vous donnez votre nom, vous donnez votre adresse, vous déclinez votre identité, vous donnez même le numéro de votre ID. J'aurais pu donner le numéro de mon ID, vous donnez le numéro de votre ID. Vous dites, je suis tel. Et vous dites les raisons pour lesquelles vous appelez. Vous lui dites vraiment, monsieur, voilà, monsieur le sénateur, monsieur le congressman, l'honorable Karibas a introduit une résolution. Tant, vous donnez les références à la résolution. Et vous lui dites, s'il vous plaît, will you support the resolution? Will you vote for the resolution? We want to pass the bill. Et une fois qu'on passe le bill, vous allez voir qu'à Yaoundé, ça va être, là, ça va plus être la rigolade dans tous les cas. Voilà. Parce qu'en ce moment, ce n'est plus une affaire d'exécutif, c'est une affaire législative. Et le législatif enjoint le politique d'agir. Quelle que soit l'administration qui est là, qu'elle soit bleue, rouge, marron, vert, ça s'applique. C'est ce que savent faire les Juifs. Et c'est ce que nous ne savons pas faire. Et c'est pour ça que nous refusions toujours en disant non, en Israël. Mais si c'est les Juifs, ils bloquent tout. Si c'est les Juifs, ils auraient déjà fait, la résolution là ne serait pas à 6 personnes, 6 congressmen. Elle serait aujourd'hui à 400. Parce qu'ils savent se lever quand leur patrie, leur nation est en danger. Alors, au lieu de pleurer tout le temps en disant, ouais, il y a ceci, il y a cela, levons-nous, nous qui sommes ici. Moi, j'ai commencé peut-être un peu tard, mais j'ai commencé quand même. Ce que je souhaite, c'est que les autres commencent. J'ai donné le nombre des États avec le nombre des représentants. J'ai dit, voilà, les grands États, là, les Camerounais, il y a beaucoup de Camerounais en Californie. La Californie a 53 congressmen. Il y a beaucoup d'États Camerounais en Floride. La Floride en a 27. Il y en a beaucoup en Géorgie, Atlanta. Elle en a 18. Il y en a beaucoup en 14. Dans l'Illinois, Chicago, Springfield, elle en a 18. Dans le Michigan, elle en a 14. Dans l'État de New York, alors il y a tous les Camerounais là-bas. Elle en a 27. L'Ohio, ici, Cleveland, etc. Elle en a 16. La Pennsylvanie, hein, où il y a une très forte communauté camerounaise. Ils ont 18 représentants. Le Texas, Austin, Dallas, Houston, où il y a énormément de Camerounais. Il y en a 36. Ça fait 223. Poussez les 223 là seulement à voter avant qu'on commence à aller chercher dans les petits États, là, Minnesota, Indiana, Maine, etc., etc. Vous allez voir que ça va. North Dakota, South Carolina, North Carolina, etc., South Dakota. Ça va bouger. Voilà. Maintenant, j'en viens à la marche de la diaspora camerounaise à Paris. Vous avez regardé comme moi, d'ailleurs, j'ai partagé suffisamment de live sur mon mur. Oui, Gilbert Fontium, ils disent que les USA ont payé mon déplacement. Non, moi, je n'étais pas à Paris, déjà.
pour des raisons professionnelles. Et ils disent que les USA ont payé. Ben, les USA n'ont rien payé. C'est les Camerounais qui ont payé pour se déplacer sur Paris. Je dis ça. Taylor Célestin, Popo avait promis la double nationalité aux Camerounais, la diaspora en 2000, on attend toujours. Ben, il n'y aura pas de double nationalité. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas comprendre bien pourquoi il ne peut pas donner la double nationalité. Tu vas comprendre. C'est pour des raisons économiques et d'influence politique. La marche de la diaspora à Paris a réuni 50 000 personnes. D'abord, je pense que c'était 10 à 15 000 sur la place de la République. Et puis, lors de la marche, on a eu un cortège qui s'étalait à peu près sur 5 km. Et 5 km, on estime à peu près que sur tous les 1 km, vous avez 10 000 personnes. Donc, on avait 40 à 50 000 Camerounais qui ont marché. Camerounais, Américains, Français, Allemands. Les gens sont venus de partout et de toutes les autres communautés ont marché avec les Camerounais et d'autres communautés ont marché pour la diaspora camerounaise. La marche s'est étalée de la place de la République, qui est l'emblématique place mythique. Tous ceux qui ont marché en France, moi je l'ai fait, connaissent la place de la République. En principe, c'est là que partent les marches. Et elle a passé les Champs-Élysées pour aller vers l'Élysée. Bon, ils ont remis un mémorandum à divers sièges des institutions. Ça a été fait les journées qui précédaient la marche. Ensuite, il y a une déclaration à la fin de la journée qui a été lue par Franklin Nyamsi en présence de Brice Ninche, Général Wanto, Ida la Camerounaise, etc. Donc, je vous passe les détails. Tout est sur mon mur. Ceux qui veulent avoir le cœur net peuvent aller lire. Ils vont voir à peu près la résolution, le contenu de la déclaration finale. Non. Et dans les prochains jours, la diaspora camerounaise qui a marché pour attirer l'attention des autorités françaises. Parce que, vous savez, ce qui s'est passé, c'est que, bon, moi j'ai été en France, j'ai beaucoup lu à la Grande Bibliothèque nationale de France sur les premiers archives qu'ils avaient commencé à déclassifier, même du temps où Mitterrand était encore président. Moi, j'étais allé lire ça à la Bibliothèque nationale de France. Après, Chirac avait déclassifié, parce que quand j'ai entendu que la France déclassifie, là, c'est pas vrai. Après, Chirac a déclassifié. Après, mais Hollande a accéléré le processus en allant plus loin et en déclassant surtout beaucoup les archives militaires. Moi, je suis consulté beaucoup d'archives civiles. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il y avait les massacres en pays Bassa et Bamileke au moment de la guerre d'indépendance, les gens se sont un peu tués en France. Bon. Quand vous interrogez maintenant les Français en disant, mais vous savez ça, pourquoi vous n'avez rien fait? Ils vous disent, oh ben, vous d'abord les Africains, vous n'avez rien fait. Si vous faisiez quelque chose, nous allons donner le ton. Ce qui s'est passé, c'est que la diaspora camerounaise a pris la France au mot en disant, voilà, vous ne pouvez pas rester parce qu'on a suivi la réponse que Jean-Yves Le Drian a donnée devant les députés français en disant, bon, nous, on a appelé le président Biya pour lui dire que, enfin, moi je l'appelle M. Biya, je n'appelle pas le président parce que le président c'est Maurice Kamto, c'est lui qui a été le président élu, c'est lui qui a gagné les élections. On a appelé M. Biya en disant, oui, bon, voilà, il faut plus de décentralisation. Macron l'a dit au Nigeria.